Leur donner ou pas la liberté d'aller et venir, d'inviter qui ils veulent, de ne pas dire où ils vont, quels parents ne s'arrachent pas les cheveux parfois à l'idée de lâcher un peu la bride à leurs ados. Sauf qu'avec les réseaux sociaux, l'exposition au téléphone, aux tablettes, etc., donner un cadre s'apparente parfois à une véritable séquence de négociation. Alors comment tout simplement doser la liberté de nos ados ? Réponse, je l'espère, au bout de ces 52 minutes avec mes 4 invités du jour. Et j'ai la joie de recevoir Laetitia Assoun. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. Ravie de vous recevoir. Moi aussi. Vous êtes psychologue clinicienne, thérapeute LICV, ça veut dire quoi ? Ça s'appelle la thérapie de l'intégration du cycle de la vie, des petites listes de souvenirs, avec un bel accordage au thérapeute, de belles répétitions pour pouvoir intégrer ce que le passé a à nous dire pour le présent, mais en vivant vraiment aujourd'hui. J'adore le coup des répétitions, des très belles répétitions. Vous avez écrit donc cet ouvrage, Mon ado m'inquiète, on est bien dans notre sujet, Mon ado m'inquiète, piste de réflexion et d'action. Donc tout fraîchement publié chez MAM. Merci en tout cas d'être là. Virginie Meglet, bonjour Virginie. Bonjour Marie-Ange, bonjour tout le monde. On vous a quitté pour mieux vous retrouver, immédiatement. Vous qui étiez déjà venu il y a quelques semaines, vous revenez. Vous qui êtes psychanalyste spécialisée justement dans les dépendances affectives, les troubles de l'enfance et de l'adolescence, on y est. On peut mentionner votre tout dernier ouvrage, Entre mère et fils, fraîchement paru chez Erol, mais on peut également mentionner cet ouvrage fondamental, si je puis dire, en lien avec cette émission, Guérir de la peur de l'abandon, comprendre la dépense affective qui est ressortie en poche. Voilà qui est dit. Ensuite, nous sommes également en compagnie de Florence Mignot. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes toujours psychologue clinicienne et psychopédagogue à Paris. Vous avez publié notamment Comment parler à ses enfants tout simplement chez Albin Michel, il y a quelques années maintenant. Et enfin, nous sommes en ligne avec notre Québécois du jour, Martin Duclos. Bonjour Martin. Oui, bonjour. Vous qui vous êtes levé de très bonne heure, eh bien j'espère que vous allez bien, vous. Oui. Vous là-bas, au Canada, dans votre cabane, mais je plaisante évidemment, psychoéducateur que vous êtes. C'est vrai que quand on ferme les yeux, on voit le Canada et le Québec, on imagine la cabane et la neige, mais voilà. Vous qui avez coécrit... donc enfants et ados responsables je vais y arriver, aux éditions Hôpital Sainte-Justine, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas contradictoire quand on lit votre titre, enfant et ado responsable, est-ce qu'un ado est naturellement responsable ou au contraire pas du tout selon vous, Martin Duclos? C'est les parents qui posent la question, hein. Oui, mais je peux vous dire, des fois, on peut douter de ça, mais je pense qu'on essaie de les mener vers ça, vers cette responsabilité-là, mais ça demande quand même un travail, parce que oui, naturellement, je pense que certains ados vont chercher la facilité, puis vous l'avez bien nommé d'entrée de jeu, la tablette, hein, la tablette, les écrans, tout ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est un ennemi qu'on peut avoir à certains moments, là. Pas un ennemi, mais qu'on devrait s'en faire des alliés, mais c'est quand même une situation avec laquelle on doit composer, là. Alors, sachant que Martin Duclos, je me rappelle, difficile à vous oublier, Martin Duclos, vous et les enfants qui ne savent pas nouer leur lacet de chaussures et que les parents remplacent par des chaussures à scratch, comme ça au moins, pas de responsabilité, mais surtout pas de travail non plus pour les parents. Vous aviez ouvert ce sujet justement de la confiance. C'est la suite aujourd'hui de cette émission que nous avions consacrée aux enfants avec les ados. Alors, mesdames, c'est un sujet, aujourd'hui plus que jamais, Virginie, la responsabilité et l'adolescence, c'est quelque chose qui est incompatible ou qui est très contemporain, au fond? Disons qu'on en parle plus aujourd'hui, mais je pense que c'est un sujet éternel qui se reposera aussi dans 15 ans, dans 20 ans. D'où c'est quelle forme à donner à ce qui se passe aujourd'hui, comment l'entendre et qu'est-ce qu'on peut apporter pour les parents et pour les enfants. Moi, je pense que l'adolescence, on parle beaucoup de crise d'adolescence, et ça, c'est une fabrication sociale, je pense. Crise d'adolescence, à la limite, on va presque l'apprendre à l'école. Ah, je vais faire une crise, et si ma crise ne correspond pas à ce qui est défini, est-ce que je suis normal, pas normal? Mais cela dit, c'est quand même un vrai moment lorsqu'on passe de la petite enfance au devenir adulte. Et l'adolescence, je pense que c'est important, même étymologiquement, se dire c'est une question de mouvement. Adolescence, essence, c'est le mouvement, hein. On est en train de devenir adulte. Et donc, à partir de là, c'est forcément une invitation
à la responsabilité. C'est effectivement, on la liberté, on ne l'acquiert pas comme ça. C'est une invitation. Donc, les parents, à la fois, doivent aussi inviter à cette responsabilité. Et l'enfant doit apprendre, dans le meilleur des cas, à le devenir, sachant que cela étant, là aussi, responsable, c'est quelle réponse donner à une difficulté, au point de vue étymologique, et que ce ne sont pas des réponses qu'on achète toutes faites ni dans des livres, ni dans des supermarchés. C'est effectivement... et donc, c'est pour ça que pour chaque parent, pour chaque enfant, pour chaque famille, il y a quelque chose de très singulier, de très particulier à vivre. Et moi, c'est à ça que je peux inviter. C'est comment soi-même, en tant que parent, on a vécu notre adolescence et savoir ce qui se rejoue pour notre enfant, et voilà, de nous. Donc, on a aussi autoriser l'enfant à devenir responsable, c'est aussi penser ce qui se joue en nous quand notre enfant doit le devenir. Oui, donc ça veut dire que... Est-ce que vous êtes d'accord, Laetitia? Et est-ce que vous seriez d'accord avec cette espèce d'aphorisme selon lequel, donc, dis-moi quel ado tu as été, je te dirai quel parent tu es devenu, quoi. C'est un peu ça, finalement, Laetitia. Ou alors, est-ce que c'est pas tout à fait juste selon vous? Vous êtes d'accord ou pas? Peut-être qu'en effet, prendre conscience de la façon dont on a pu traverser soi-même l'adolescence, et puis de la façon dont aujourd'hui on a conscience du parent qu'on est. C'est une chose et qui est vraiment importante dans l'accompagnement des parents d'aujourd'hui. D'abord parce que leur adolescence n'est pas celle de leur enfant et que même si nos inquiétudes vont revenir réveiller sûrement des choses qu'on n'a pas digérées, peut-être de notre passé, c'est important de le faire pour être bien dans l'instant présent avec notre ado tel qu'il est. Et puis parce que le monde a beaucoup changé aussi et que finalement plaquer quelque part les codes du monde que nous vivions il y a 20 ans ne serait pas juste. Et donc, c'est peut-être cet espace de liberté qu'on va offrir à notre adolescent, de pouvoir faire la paix avec notre passé, d'y ramener ce qui nous a été utile, de l'apporter à notre enfant comme un témoignage de vie qui fait de nous aujourd'hui des vivants, pleinement. Et puis aussi de cette liberté, certes, qui a sûrement un espace ou des contours bien différents de ce que nous avons pu vivre nous. Parce que Florence Millot, c'est vrai que souvent, ce qu'on observe, peut-être une réaction à ce qui a été dit, c'est que souvent, soit on est un ado complètement à l'opposé de ce que sont ses parents, ce que furent ses parents au même âge. Et dans l'autre sens, ça joue aussi, c'est-à-dire qu'on est les parents de ces ados, l'exact contraire de ses propres parents, de nos propres parents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre. Il y a certainement une logique. Je suis sûre qu'il y a une logique là-dedans. C'est vous qui allez y répondre, mais... je suis sûre que c'est pas hasardeux, ça se tient tout ça. Après, pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, c'est vrai que rien que se poser la question finalement, est-ce qu'il est comme moi, est-ce qu'il est différent à mon âge, on n'est plus vraiment en lien avec le présent de notre enfant, notre ado. C'est-à-dire si à chaque fois je me compare à lui par rapport à ma propre vie, où finalement tout mon passé, les peurs que j'ai pu avoir, etc., ça vient masquer qui est mon enfant ou qui est mon ado, on a du mal à se rencontrer. Donc la question, c'est plutôt qu'est-ce que j'observe là, maintenant, de mon enfant, qui il est, plutôt que se dire est-ce qu'il fait une crise d'ado de manière générale, est-ce qu'il est en crise, mais plutôt observer vraiment c'est quoi son besoin. Si par exemple, voilà, il veut tout le temps sortir, il a tendance à mentir, vous le disiez dans l'introduction, il se carapate. Au-delà de ça, ok, ça peut créer des inquiétudes et ça, c'est tout à fait normal parce qu'il faut aussi les protéger. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? C'est quoi son besoin? Et c'est là où finalement, on se pose moins la question de est-ce qu'il est opposé à moi, est-ce qu'il me ressemble, mais juste de quoi il a besoin là aujourd'hui Alors pour tout vous dire, vous mettez les pieds dans le plat, Florence Millot, en plein dans le mille, puisque le mail qui nous a incité à préparer cette émission, c'est celui d'une maman qui nous demandait de consacrer une émission aux mensonges, puisque apparemment elle a tout essayé, ils ont tout essayé avec son mari. Et leur enfant, leur ado, ment en permanence et vole. Bref, pourtant, voilà, tout va bien, très bon lycée parisien, etc., etc. Et ben voilà. Et donc on s'est dit, on va essayer de généraliser un petit peu l'émission parce qu'on sent que c'est un sujet d'actualité, le fait avec les écrans, etc. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une espèce de crise de confiance pour le coup, Virginie Megler, entre les parents et les enfants. Penser effectivement aux réseaux sociaux, c'est important dans le sens où il y a une ouverture sur l'extérieur, mais il est complètement falsifié, parce que l'adolescence est aussi passé du monde intime au monde, et il y a une attraction de l'extérieur, on a besoin d'appartenir aux adultes. Et je pense qu'à ce niveau-là, les réseaux sociaux, c'est faux, parce qu'effectivement, on est chez soi tout en étant à l'extérieur, et en même temps, on n'y est pas avec son corps, on n'y est pas avec son physique, et donc on se raconte des histoires, et je pense que beaucoup d'enfants n'arrivent pas vraiment à grandir. On devient des adultes pour se faire comme des adultes, ce sont comme des références, mais qu'on ne connaît pas, parce qu'on grandit aussi, même si je suis psy, je pense qu'on grandit vraiment avec son corps aussi. Ouais. C'est une expérience que l'on fait.
Et donc, à partir de là, je pense que ça développe l'imaginaire fantasmatique aussi, et qu'effectivement, on se raconte des histoires, on est assis, immobile chez soi, on fait comme si on était à l'extérieur, et que c'est pas étonnant. Enfin, le mensonge a toujours existé chez les enfants. Hein. Moi, je pense que j'ai envie de penser qu'il y a un premier mensonge qui est le mensonge vital. On a besoin de se créer un univers. Mensonge, c'est le songe de l'esprit ou l'esprit du songe. On se raconte des histoires un petit peu, et au fur et à mesure qu'on s'éprouve avec la réalité, on abandonne le mensonge parce que la vie devient suffisamment passionnante. Mais si effectivement il y a un manque de confiance ou un manque de dialogue avec la famille, une difficulté, c'est vrai qu'effectivement l'enfant va s'enfermer dans le mensonge. Et là, dans le message que vous avez reçu, je me dis la grande difficulté, c'est là où je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas tant de se comparer aux enfants, mais de ne pas oublier que nous-mêmes, on a été adolescents en difficulté, et que peut-être nous-mêmes, on a menti. Plutôt, vous voyez ce que je veux dire, aussi, on a tous menti. Et que là, pour pas que notre enfant, en pensant à votre mère, devienne comme l'ennemi, vous voyez, malgré soi, celui qui ment, celui qui nous raconte des histoires, celui qui nous désespère. Ça va vite, ça. Voilà, et ça va très vite. Et c'est là où je pense que de penser dans un lieu qu'on a été enfant, penser nos difficultés, résoudre aussi les difficultés que viennent réveiller notre enfant. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est que quelque chose se rejoue à l'adolescence. Il y a l'adolescence de l'enfant qui se joue, et il y a notre adolescence ou notre enfance qui se rejoue. Et c'est là, se créer un espace pour s'apaiser par rapport à ce que l'on vit, reprendre des forces et répondre d'une façon plus apaisée. Non pas dire à l'enfant, c'est pas grave si tu mens, mais ne pas le dramatiser surtout. Parce que sinon, on tombe dans un cercle vicieux qui peut être effectivement inquiétant, où l'enfant va se mettre vraiment à fumer en cachette, mais pas seulement fumer, vraiment se droguer, vraiment se défoncer, pour prendre ce vilain mot. Et là, on tombe dans une forme de désespoir. Ouais, Martin Duclos, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est pas évident de doser. Ouais. Moi, j'aimerais tellement être avec vous, puis je Martin. vois vos paroles. Je trouve ça hyper intéressant, puis je suis d'accord avec tout ça. Quand vous nommez, on parlait de réseaux sociaux, l'importance que ça a, puis le rapport que, comme parents, on n'a pas le même rapport affectif aux réseaux sociaux que nos ados. Pour eux, c'est toute leur vie. Puis c'est certain, notre adolescence qu'on a vécue et inévitablement n'a pas été la même que celle que nos jeunes vivent. C'est difficile de pouvoir se projeter à ce niveau-là parce qu'on a vécu autre chose. Mais moi, ce que j'essaie de travailler avec les adolescents, c'est une quête d'équilibre. D'équilibre, justement, de cette fameuse liberté-là et leur responsabilité. Parce que c'est sûr qu'on peut avoir toute la liberté qu'on peut avoir, mais au final, quelle est notre responsabilité, là? Puis de les conscientiser à tout ça. Parce que oui, je peux, par exemple, passer beaucoup de temps sur une tablette, je peux passer beaucoup de temps à faire toutes sortes de choses, mais mes réelles responsabilités, est-ce que je vais les remplir en tant que telles? Donc, moi, c'est cette fameuse question-là d'équilibre là, que j'essaie de faire comprendre à beaucoup de parents, mais également à leurs enfants, là, à leurs ados. Merci infiniment, Martin Duclos. Et je vois que Laetitia a une réaction à apporter. Oui, je trouve que finalement, quand on parle des réseaux sociaux ou d'Internet, on est sur la question de l'espace de liberté. Et peut-être qu'effectivement, l'enfant devenant adolescent et puis un futur adulte qui va avoir l'espace du monde entier pour y trouver sa place et apporter quelque chose, il y a dans ce temps de l'adolescence à la fois quelque chose à définir en tant que parent sur l'espace que l'on va donner à l'adolescent pour expérimenter des choses, pour vivre à fond sa responsabilité, c'est-à-dire y compris assumer les actes et les conséquences de ces actes, mais aussi de quelque chose qui nous échappe un peu à travers Internet, qui est cette toile infinie sur laquelle on sent bien que cet espace qu'on aimerait délimiter par des limites, et voilà, la liberté renvoie aussi aux limites, nous échappe un peu et invite du coup à d'autres formes d'espace qui vont se redéfinir pour moi dans cette articulation, dans le dialogue et dans ces allers-retours. Et j'aime bien ce que vous disiez tout à l'heure, comment doser la liberté, c'est peut-être finalement une petite recette de 2 ingrédients, de la sécurité et de la proximité, et puis de l'exploration et de la découverte. Et comme un cercle qui va s'agrandir, là où le tout petit va être dans les bras, puis en 4 pattes, avec un regard qui va l'encourager à pouvoir aller explorer un petit peu. L'adolescent est dans cette étape de sa vie où il va falloir qu'il explore plus loin, parce que le monde l'attend. Et nous, en tant que parents, on doit être sans trop d'inquiétude pour pouvoir le laisser partir,
disponible quand il va revenir pour nous raconter ce qu'il a vécu et voir s'il a besoin d'aide, et que dans cet espace-là, dans ce cercle de sécurité-là, il y a quelque chose qui a été suffisamment défini pour ne pas le mettre en danger et ne pas, j'ai envie de dire, activer trop les parents aussi, étendre la relation. Vous avez résumé l'éducation idéale en 15 secondes. Bravo Laetitia, notre rôle de parent, écrivez-vous, est de faire s'épanouir la personnalité de notre enfant, mais surtout de lui faire accepter toutes les réalités sur soi, sur les autres et sur sa vie, ainsi que sur le monde, loin de rechercher, ça c'est intéressant, la sérénité et le bonheur comme une fin en soi. Nous devons nous concentrer sur la solide construction de son être pour qu'il puisse affronter les lourdes contraintes de la vie et ses épreuves. C'est pas du tout, comment peut-on dire, c'est complètement à contre-courant ce que vous écrivez là. Aujourd'hui, quand vous interrogez n'importe quel parent dans les squares, les sorties de crèche, d'école, dans la rue, etc., moi, ce que je veux, c'est le bien-être, le bonheur de mon enfant, point. Alors, il y a une erreur des prismes, de définition de l'éducation de la part des parents. Peut-être pas. Et entre nous, être bien ici et maintenant avec vous, c'est important. Donc, dans l'instant présent, je pense qu'il faut effectivement travailler tous à ce que dans notre corps, vous l'avez souligné, qui est fondamental, dans notre cœur, dans notre tête, on puisse gagner à cet instant présent pleinement nous-mêmes et heureux de ce que nous faisons. Mais par contre, en effet, pouvoir faire fi de la vie qui attend notre enfant, notre adolescent, et ne pas le préparer à travers un peu de persévérance, à travers des confrontations pour dire non à certains de leurs projets, ou au contraire, oser dire oui au-delà de nos inquiétudes pour qu'ils puissent explorer. Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose pour lequel on ne les dote pas forcément de ce qu'il faudrait. Et donc, il y a un mélange de confiance et d'audace, et puis de sécurité dans un monde complexe aussi. C'est pas simple cette histoire. La suite, réaction de Virginie Meglet qui ronge sans frein. Juste après, c'est juste par rapport au fait de vouloir le bonheur et le bien-être de nos enfants, c'est une façon de leur dire « rends-moi heureux » ou « rends-moi heureuse ». Oh là, je sens qu'il y a du lourd. Juste après, les Libre Max, ça vous va? Oui, bien sûr, c'est parfait. Avec Christiane, à tout de suite. Facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la main. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Bien sûr, toutes les filles lui font leurs yeux de velours. Lui, pour leur faire plaisir, il leur raconte des histoires. Il les emmène par-delà les labours, chevaucher les licornes à la tombée du soir. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur, il va parler souvent aux
habitants de son cœur. Qu'est-ce qu'il se raconte? C'est ça qu'il faudrait savoir pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Liberté, liberté chérie, comment doser la liberté chez nos ados? Et oui, pas facile aujourd'hui où règne l'absolutisme du choix, n'est-ce pas? Laetitia Assoun ici présente et son livre Mon ado m'inquiète, piste de réflexion et d'action chez MAM. Virginie Méglet, psychanalyste spécialisée dans les dépendances affectives et notamment son dernier ouvrage Entre mère et fils chez Erol, et puis Guérir de la peur de l'abandon, on comprend la dépendance affective. On va voir à quel point effectivement ça peut jouer dans la façon justement de transmettre ou pas cette histoire de ce rapport à la liberté de nos ados. Martin Duclos, en ligne avec nous, psychoéducateur québécois, enfant et ado responsable. C'est son livre qu'il avait publié il y a quelques années maintenant aux éditions de l'hôpital Sainte-Justine. Et puis enfin Florence Millot, psychologue clinicienne et psychopédagogue, qui a écrit Comment parler à ses enfants chez Albin Michel. Et tout ça, c'est des questions douloureuses parfois pour les parents qui nous écoutent. J'en témoigne puisque nous recevons quotidiennement ou hebdomadairement des mails à ce sujet. Voilà pourquoi nous consacrons régulièrement des émissions à ces sujets, chers invités chéris. Bon, bref, passons, Virginie Méglet. L'heure est grave. Donc comme ça, on veut que nos enfants nous fassent plaisir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le rapport au bonheur, c'est compliqué aujourd'hui, parce qu'on en parlait juste avant de se séparer avec Laetitia. C'est vrai qu'on nous dit partout qu'il faut que nos enfants soient heureux. Bon, oui. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ce qu'on en fait, c'est une chose qui est très difficile pour les parents d'aujourd'hui, parce que ça devient presque un concept, presque une propagande de commerce. Le bonheur peut s'acheter, le bonheur, c'est comme si le bonheur était déjà tout fabriqué et qu'il suffisait de le vouloir pour ses enfants, pour que ses enfants soient heureux. Moi, je pense que là-dedans, il y a une évidence. Effectivement, on a envie que nos enfants soient heureux. C'est vraiment le lieu de l'amour et le plus magnifique. On le rêve vraiment. Cela étant, dans une société qui est... à toute époque, il y a des difficultés. Donc, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, on est plus malheureux qu'hier. Mais c'est vrai qu'il y a la notion d'insécurité. Ça fait des années qu'il y a des événements sur événements, que ce soit la guerre, que ce soit le Covid, que ce soit ça, qui fait qu'effectivement, on est dans une inquiétude. Et ça, je pense que ce serait important. J'ai vraiment envie d'inviter tout le monde à dire, repensons ces époques-là pour retrouver notre sécurité intérieure. Et justement, ne pas demander à nos enfants qu'on nourrit de cette inquiétude, de nous rassurer en étant heureux. Et que effectivement derrière, c'est ça le calcul inconscient qui a inconscient. Mais voilà, c'est au niveau de l'inconscient et d'un inconscient généreux. Enfin, il faut vraiment pas en avoir peur. C'est qu'on n'a pas le temps de se tranquilliser. Donc, comme par amour, on demande à l'enfant de nous tranquilliser. Et donc, il va essayer de le faire. C'est d'ailleurs, tout à l'heure, on évoquait le mensonge. Et c'est ce qui se passe aussi. C'est pour faire plaisir à maman ou à papa. Je vais raconter des histoires que tout va bien. Ou je vais faire comme si j'étais grand et tout. C'est pour ça qu'il faut pas criminaliser le mensonge. C'est un gros mot, pardon. Criminaliser le mensonge de l'enfant. C'est un petit symptôme, quoi. Merci. C'est un petit symptôme. En contrepartie, son bonheur à lui, dans 10, 20, 30, 40 ans, ne sera pas le nôtre. Et c'est vrai que c'est là où il faut penser que c'est un enfant différent de nous et que nous, on va contribuer à bien élever, à bien prendre soin de lui, à l'inviter à la responsabilité, en effet, parce que je pense que grandir, c'est aussi devenir par essence responsable, et que peut-être, alors, dans ce cas-là, par rapport au bonheur, moi, je pense que par-delà toutes les inquiétudes qu'on a, c'est important c'est vraiment, parce que j'aime pas les conseils, pourtant j'en donnais un, de penser à l'avenir. C'est qu'il y a l'immédiat qui peut nous inquiéter, mais penser à un avenir heureux. C'est-à-dire, quel qu'il soit, on peut se projeter dans l'avenir avec notre enfant. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on aura un joli rapport et on en sera sorti. Et de lui dire ou pas? Non, c'est en être convaincu. Okay. C'est en être convaincu. C'est parce qu'en fait, ce soit même ne pas se laisser chambouler par les inquiétudes, tout ça, et pour oser se renforcer. Et donc, je vais y arriver en tant que parent à obtenir ce qu'on va à créer. Ça, c'est un sacrément bon conseil. Vous qui n'aimez pas les conseils en donner, on en profite, du coup, on les savoure. Laetitia, effectivement, sur ce terme de rapport au bonheur, qu'est-ce que vous diriez? Et après, je demanderai à nos amis. Oui, peut-être que dans le bonheur, on y inclut aussi, tu pourrais être heureux si tu es entièrement libre. Et en fait, finalement, dans la liberté, il y a peut-être toujours quand même, et c'est bien normal, une limite qui allait à l'autre, à la réalité, et finalement de rentrer dans une vraie altérité. Et plutôt que de faire l'illusion que la liberté, ce serait l'indépendance, finalement, ce qui va sécuriser le plus, c'est peut-être, oui, c'est sûr, les événements qu'on vit, mais la sécurité profonde, elle vient du fait qu'on est relié et qu'on n'est jamais seul. Et que cette autonomie qu'on va acquérir peu à peu,
en tant qu'adolescents. Et rappelons-nous, leur développement n'est pas terminé. Ils sont certes dotés de plus en plus de belles capacités, mais encore pas tout à fait terminés. Cortex préfrontal qui permet de prendre faire les justes choix, les bonnes décisions, c'est 24 ans à la fin. Voilà. Et donc, de pouvoir continuer vraiment de construire en eux les bons espaces de liberté, mais aussi le fait qu'il y a une autonomie à acquérir avec ce rapport à l'autre qui sera toujours là, peut-être premier à certains moments, pas à leur détriment, mais dans cette capacité de sentir à quel point tout ça se joue dans un rapport entre eux et les autres et le monde. En fait, on y va trop fort sur la récompense, leur faire trop plaisir, ou je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il faudrait pas du tout leur faire plaisir. Enfin, je trouve ça compliqué, moi, de trouver, moi qui suis là, je parle en tant que maman d'une petite fille de 3 ans, ça y est, les auditeurs nous râlent la casquette de l'entendre, mais au moins, je peux parler de ce que je connais. Ce qui est difficile, je trouve, c'est de doser ça, vous voyez. Oui, autrefois, on est passé de rien du tout. C'est-à-dire que les enfants, fallait surtout rien, jamais les gâter, limite les frustrer au max, quoi. Non, mais il faut arrêter de les gâter. Parce que moi, ça fait comme quelques années. Moi, je remarque qu'un enfant arrive, il est à l'école, dans sa vie de grand, qu'il ait 3 ans, qu'il ait 6 ans, qu'il ait 8 ans, ou même 15 ans. Et donc, parce que l'école, c'est pas que l'apprentissage, c'est aussi les relations avec ses amis, avec d'autres adultes et tout. Ouais. Et il arrive avec un 15. Ouais. Il est vachement content. Pardon, excusez-moi. Ouais. Il est très content. Et puis à ce moment-là, on lui fait un cadeau. Et on lui empêche son plaisir personnel. Voilà, soudain, il devient tributaire de ça, et ça fausse sa relation. Et je pense que moi, j'ai remarqué ça déjà il y a quelques années. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, c'est pourquoi on fait ça, parce que l'enfant nous fait plaisir à nous avec sa bonne note, sa réussite, ça a bien marché. Donc à ce moment-là, on va l'en remercier avec un cadeau, mais il n'en a pas besoin en plus. Voyez, je pense qu'il y a un excès. Alors, occasionnellement, je ne veux pas dramatiser. C'est cette espèce de tendance. Voilà, c'est cette tendance. Attention, il faut y veiller, quoi. De s'approprier. C'est intéressant. C'est une autre émission, la récompense. Il faudrait qu'on y consacre d'ailleurs un sujet, je pense, à mon avis. Florence Millot, toujours ce rapport au bonheur, c'est intéressant d'avoir aussi votre écho là-dessus. Alors, c'est vrai que je ressens la même chose sur à quel moment, nous, on croit qu'on va rendre heureux notre enfant, mais ça pose aussi la question à quel moment on pense qu'on peut doser la liberté. Dans le sens où je trouve que tout est très centré sur l'éducation qu'on peut donner. Donc, si on fait attention à son enfant, si on l'éduque bien, etc., tout se passera bien. Mais dans la réalité, il y a aussi notre inconscient et que parfois, je vous donne un exemple précis, j'avais cette maman qui venait... son ado, lui, avait tendance à être un petit peu border, donc il faisait plein de bêtises et elle n'aimait pas ça du tout parce qu'elle était très carrée, elle lui a donné une très bonne éducation, elle faisait tout pour que tout se passe bien. Mais finalement, son enfant, il venait rejouer quelque chose de plus profond. C'était pas juste sa liberté ou les bêtises qu'il pouvait faire. Il était en train de rejouer ce qui se passait pour son grand-père, donc son père à elle, qui lui était déjà très très border, on va dire, sur la loi. Et quand bien même elle lui donnait une éducation qui était juste dans la communication, dans la douceur, ça suffisait pas. Parce que l'humain, c'est un peu plus complexe que simplement être bienveillant avec l'autre. C'est aussi tout un monde intérieur. On en disait tout à l'heure en off, aussi tous les traumas à libérer. Et je crois qu'elle est plutôt là, comme disait Laetitia en off, mais la vraie liberté, c'est-à-dire que pour rencontrer son enfant, il faut aller au-delà de l'éducation, au-delà de croire qu'on a ce pouvoir de le rendre heureux ou de le rendre libre ou qu'importe, ou responsable, mais aussi de se dire comment on traverse ces pardons, des choses qui nous dérangent chez notre enfant, qui nous déçoivent aussi parfois. Les parents, ils me disent, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant pareil ? Mais c'est ce point-là qui va libérer, non pas l'enfant, mais toute la famille aussi. Parce qu'effectivement, sur des comportements... On se demande ce qu'on a fait pour avoir un enfant comme ça. Mais oui, mais au contraire, c'est justement lui qui vient nettoyer, qui vient libérer quelque chose. Et c'est vrai que ça, c'est important aussi de dire, c'est qu'on peut être les parents les plus parfaits, les plus bienveillants. Quand notre enfant, il doit traverser quelque chose d'inconscient, passer par n'importe quel cas, soit la drogue ou autre, des choses qu'évidemment, on n'a pas envie. Mais à la fois, parfois, il n'y a pas vraiment le choix et que ce n'est pas qu'une question d'éducation. Alors évidemment, ça joue et ça contribue, mais parfois, il y a des enfants... ils vont bien au-delà de ça, en fait. Et c'est-à-dire qu'il faut soi-même aller éventuellement se questionner. Ça veut dire quoi, se questionner ? Ça veut dire comprendre justement ce qui peut se passer en lui, ce qui peut se passer dans la famille, pour aller au-delà de cette situation-là. Et parfois, à la fois, de ce que je peux observer, après ça reste mon regard, mais il y a des enfants ou des adolescents ou même des adultes qui devront passer par cette case-là pour finalement aller presque au fond de l'impasse pour vraiment rebondir et venir réouvrir quelque chose. Mais je trouve que ça très culpabilisant de croire que
parce qu'on a bien fait son travail de parent, alors ça y est, notre enfant, il sera sur les rails, il sera libre, heureux. On a tous envie de croire ça aussi, Virginie. Oui, on a envie de le croire. On a envie de le croire, mais le problème, c'est que la vie, c'est du mouvement, c'est de l'évolution, c'est de la métamorphose perpétuelle, et que la difficulté, c'est ça, c'est de passer d'un état à l'autre. Et être parent d'un enfant, ça peut être le parent d'un adolescent, ça peut être le parent d'un adulte. Et donc, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il se transforme, et ça s'appelle métamorphose, je trouve ça vraiment important, se rejoue toujours quelque chose de la métamorphose première, qui est de l'enfance. Et donc, tous ces passages-là sont l'occasion de devenir soi-même autrement. Donc, l'enfant grandit, mais aux parents aussi de grandir. Et on n'est pas d'un parent, on peut pas être un parent parfait. Et ça n'existe pas. Enfin, la perfection, ce serait peut-être d'accepter l'imperfection, d'accepter le mouvement, d'accepter la possibilité. Parce que la difficulté aussi pour l'adolescence, c'est qu'un enfant a vraiment un grand besoin de s'affirmer comme un autre que ses parents. Il y a un vrai besoin de séparation vitale qui se fait. Et ça se fait comment, ça ? Ça veut dire quoi exactement, concrètement ça veut dire que, disons que la naissance, c'est la naissance, c'est la fusion, la famille aussi. On a envie d'être dans un idéal. Et l'enfant a besoin de... C'est la vie, hein, je veux dire, il a besoin de sortir. C'est pour ça que, quand je dis la métamorphose où se rejoue la naissance, à la naissance, on passe d'un milieu à un autre, d'un milieu terrain sur Terre. Bon, après, il y a effectivement, avec l'école, on passe de la famille à l'école. Et puis, à l'adolescence, on passe effectivement du milieu familial au milieu social. Et l'enfant a besoin de développer, de faire ses expériences, d'exister par lui-même, corps et âme, enfin vraiment, c'est psycho et soma. Enfin, et c'est là où, soudain, il nous échappe. Il nous échappe. Et c'est difficile, effectivement, parce que quand on a passé 15 ans à avoir que des gestes pour lui, soudain, il devient un autre. Il a envie de nous bousculer, il a envie d'être différent. Donc, comment soi-même, à ce moment-là, arrive à grandir, c'est là où, malgré tout, moi, je me dis, ça peut être une occasion, sans le penser à mal, de prendre vraiment bien soin de soi pour comprendre ses propres réactions et oser. C'est difficile, en contrepartie, c'est qu'il y a une grande exigence, limite tyrannique dans l'adolescence, souvent, c'est oser être vraiment présent. Mais présent, ça veut dire incarner, enfin, je veux dire, quitte à aller parfois à l'encontre des modes, savoir dire non, savoir être présent. Présent, c'est pas persécuter à l'extérieur, c'est être présent à la maison et oser affirmer ses idées, oser affirmer ses pensées qui sont peut-être à l'encontre des courants les plus communs. Martin Duclos, vous avez une vision aussi nuancée, nuancée mais en même temps catégorique, en fait. C'est ce que je suis en train de me dire. Moi, ma vision, elle rejoint quand même, elle rejoint assez bien tout ce que j'entends depuis tout à l'heure. C'est sûr, je mettrais l'emphase sur éviter de culpabiliser aussi les enfants, leur laisser faire leurs expériences, même si des fois on le sait pertinemment que c'est pas le bon choix qu'ils vont faire. Oui. Mais là, le bout est difficile à accepter. On le sait qu'ils font une erreur, on le sait qu'ils vont le regretter. Mais je crois qu'ils ont besoin de faire cette expérience-là pour apprendre, pour évoluer. Puis, moi, où on a un indice quand même intéressant, c'est de voir aussi le rôle, on n'a pas parlé de ça, des grands-parents. Tu sais, de voir comment est-ce que nos parents agissent avec nos propres enfants versus comment ils agissaient avec nous. Par exemple... Je sais pas, je regarde, moi, ma mère ou mon père, quand ils agissent avec mes enfants ou mes ados aujourd'hui, et versus, est-ce qu'ils agissaient vraiment comme ça avec moi, ou ma fratrie, quand j'étais ado? La réponse est non. Mais est-ce qu'elle est réellement... Oui. Donc, ça, c'est quand même intéressant de voir cette différence-là. Puis, de voir que les temps ont changé, mais d'identifier ça, là, puis de pouvoir prendre acte de ces différents éléments-là. Eh bien, je vous propose de poursuivre sur la réaction du plateau à ce que vient d'évoquer Martin Duclos. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des grands-parents, mais c'est un sujet. En tout cas, suite de cet échange juste après Norah Jones, Young Blood. À tout de suite. I'll pretend my heart's not on fire if you steal my true love's name. Broke down subway in the city of spires. Take
keep your picture over his in the frame. Well, imagine we're sleeping revolver shotgun wedding in a strange Soho. Our chambers hold silver collars. Gun down werewolves wherever we go. We gun down werewolves wherever we go. Midnight phone calls, the back of a Mustang, crease white pages torn right from the spine. Kiss my neck with a crooked, cracked fang. You always hoped one day you'd be mine. Through our fathers, our funeral pyres, I'm not sure. We were playing a game, busted gasket in a field full of lions. No one noticed we set fire burrows aflame. No one noticed we set fire burrows aflame. Said I made promises I'll always deny. Now we'll never know what the other meant. Watch us ticking like a heartbeat gone berserk. Lost the chance to wind the key. Roosters are nothing but clucking clockwork. Our fears are only what we tell them to be. Our fears are only what we tell them to be. Drown the last of our matches, burn the rest of each other. You were strongest when I ached for breath. Through the thick of smoke we'll finally smother. Young blood, young bone, old ghosts, go home. 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 Young blood, old ghosts, go home. Young C'est le... Youngblood, Norah Jones sur Radio Notre-Dame et RCF. Comment doser la liberté de nos ados? Il faudrait au moins 1000 heures pour finalement y répondre complètement, tellement il y a de choses à dire. Laetitia Assoun, Virginie Meglet, Martin Duclos et Florence Millot. Alors, Laetitia Assoun et Virginie Meglet, vous en parliez toutes les deux à l'instant, l'histoire des faux adultes. C'est vrai qu'on en voit tous autour de nous, dans tous les milieux, je pense qu'il y en a. On a envie aujourd'hui, visiblement, il y a une envie, une tendance à vouloir que ces enfants, ces ados, à la fois soient bien dans leur basket, on fait rien pour visiblement, et qu'ils soient surtout comme des petits adultes, des mini-adultes, mais qui n'en sont pas vraiment. Expliquez-vous ceux qui viennent dans votre cabinet, par exemple Laetitia, et puis Virginie racontera aussi. Oui, je pense qu'on peut observer un mouvement de parents qui peuvent être un petit peu pressés que leur enfant soit grand, ou dans un mouvement un peu de parentisation, c'est-à-dire de prendre en charge un peu ce que vous disiez tout à l'heure, de prendre en charge un peu leur bonheur ou les choses. Et donc, on a des enfants qui deviennent vraiment trop rapidement, à mon sens, adultes. Et pour lequel, du coup, très concrètement, on va finir par se poser avec eux la question au cabinet, en consultation, de qu'est-ce que c'est que devenir un adulte ? C'est quoi le trésor de devenir un adulte ? Et de leur redonner envie de grandir. Parce que ces ados-là, du coup, moi, je les trouve fatigués, peut-être souvent un peu en danger par rapport à ce qu'ils vivent, et puis très gâtés aussi dans tout ce qu'ils peuvent avoir déjà eu. Et donc, il y a quelque chose à reconstruire avec eux. Et on voit beaucoup moi, je travaille beaucoup avec de grands ados et de jeunes adultes, pour lesquels on voit bien qu'il y a quelque chose à reforger des capacités de l'adulte,
qui naît en eux, à peut-être reconsolider, on parlait des 1000 premiers jours au début de la vie, voilà, c'est ce qu'ils ont pu vivre dans les débuts et de réaccepter le réel, réaccepter de perdre, de se tromper. Vous mesurez aussi la chance qu'ils ont pu avoir de faire des expériences peut-être un peu plus grandes que ce qu'ils auraient dû avoir. Vous disiez que vous aviez maintenant dans votre cabinet des ados qui ont à peine 16 ans, qui ont déjà tout, quoi. La copine, la bagnole, je fais exprès de faire ça, de lister un petit peu. La chambre en haut de la chambre de bonne chez papa-maman avec nourri, logis, blanchi gracieusement. Oui, et ceux-là, il manque d'élan pour grandir. Parce que finalement, il y a quelque chose dans cette quête. C'est pas tout à fait la vie. En tout cas, ça interroge. Et là, je trouve qu'on rejoint une quête très profonde de cette liberté intérieure de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est quoi le sens de ma vie, en fait. Ils ne sont pas éprouvés. Ils sont pas... Ils sont peut-être éprouvés, mais il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas assez forgé en eux dans leur capacité à choisir, à être petit à petit acteur de cette vie et petit à petit, pas trop tôt, pas de façon trop large, pas trop rapidement non plus. Voilà. Oui, Virginie, vous êtes d'accord ou pas ? Oui, tout à fait, entièrement d'accord, sachant que je pense que les parents, sont très perdus là-dedans, parce qu'il y a une très très forte pression sociale, une invitation à la consommation. Pourquoi faire des voitures pour les enfants de 15 ans ? Enfin, je veux dire, pourquoi non, mais à un moment donné, et effectivement, il y a ce besoin d'appartenance et de mimétisme aussi. C'est qu'effectivement, un enfant sera bien s'il est bien comme avec les autres. Mais on confond être bien avec les autres et être comme les autres. Et c'est là où c'est effectivement difficile, parce qu'un enfant qui a tout pour lui, il n'a rien gagné. Alors, l'expression, l'autre jour, quelqu'un me dit non, c'est triste, gagner sa vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Si, il faudrait peut-être inventer une autre façon de faire, mais faire comme papa, maman, en jouant, en allant au restaurant, en pouvant avoir sa petite copine dans une belle chambre, en pouvant voyager quand on veut, parce qu'aussi, il y a même la SNCF qui vous donne des façons de voyager dès 15 ans ou 16 ans, je ne sais pas, pour pas trop cher et tout. Donc, effectivement, ça peut sembler un peu caricatural, mais parfois j'ai l'impression que ces enfants continuent à être comme des Playmobil. Ils ont appris à jouer, ils font des mouvements, ils font comme ça, mais sans vraiment en faire de l'expérience. Et c'est vrai que l'expérience de la réussite, comme tout à l'heure quand je parlais d'avoir sa propre note, c'est l'expérience qui est jolie, de travailler et d'avoir le résultat. C'est la première façon. On gagne sa note d'une façon. On la gagne par sa présence. Mais après, effectivement, si tout nous est servi sur un plateau, on n'en fait pas l'expérience. Et effectivement, on n'a pas grandi. Et c'est là où je disais vraiment, l'adolescence, c'est pas être enfant ou adulte, c'est le chemin. C'est ce chemin, et on n'a pas terminé avec l'adolescence, finalement, je veux dire, même à 30 ans, 40 ans, je veux dire, à condition de ne pas être resté figé dans cet état où on est ni l'un ni l'autre, finalement. On est malheureusement un enfant gâté, un enfant consommateur, qui est là censé pour assurer la réussite de ses parents, et qui est malheureux. Les parents sont souvent malheureux, parce qu'après, quand leur enfant reste chez eux sans rien faire, l'enfant devient aussi une charge. Ouais. Ouais. Florence, l'heure est grave. Donc, côté maturité, j'entends. Maturité qu'on ne favorise pas quand on est parent d'ado aujourd'hui, me semble-t-il. Vous en faites l'expérience, vous aussi ? C'est sûr, quand on est rempli et qu'on est plein dans son petit œuf, on n'a plus envie de bouger, parce qu'on parle des ados, effectivement, de la chambre de bonne, de la voiture, mais même les enfants, finalement, ils ont accès à tout. Ouais. Donc le bébé naît, il a sa chambre à lui, donc sa pièce à lui, avec ses jouets qui sont qu'à lui, son iPad à lui, avec un petit cadre en mousse pour ne pas le faire tomber. Et ça, c'est déjà avant 2 ans, dans la majorité des foyers. Et finalement, tout est déjà très, très individué. Et effectivement, on se retrouve avec presque une inversion des rôles. Aujourd'hui, c'est même les adultes, donc après l'adolescence, qui ont les mêmes jouets. On parlait de Playmobil, alors ça va être des figurines, ça va être autre chose sur les bureaux, même dans les grandes entreprises. Grands enfants, espèce de... Il y a quelque chose où on n'est que dans le plaisir immédiat, effectivement, que dans l'enfance, en fait. On n'a même plus envie de devenir parfois adulte, parce qu'effectivement, la vie est aussi compliquée. Mais si on prend aussi l'exemple de l'enfant, à l'inverse, il a accès aux mêmes réseaux sociaux, pratiquement, il a accès aux mêmes choses, même dans les vêtements aussi, on le voit, dans plein de collections, on fait tout en petit. Avant, il y avait vraiment les enfants. Les enfants, c'était vraiment des habits d'enfants. Maintenant, on ne voit pas la différence. Je l'ai fait qu'une fois, je n'en ferai plus jamais. Ils sont habillés avec des jupes panthères, des jupes en cuir. Je voyais au magasin une grand-mère qui achetait toute fière. Sa petite fille, on aurait dit vraiment une ado. Pour le coup, elle avait moins de 4 ans, je pense, ou 4-5 ans maximum. Petite jupe panthère, petit gloss. Et à la fois, oui, c'était joli, mais ce n'est pas du tout adapté à l'âge. Et la grand-mère était très fière, et puis c'est la petite qui choisissait ses vêtements déjà. Donc finalement, tout est un peu mélangé. On est tous un peu enfants, ados et adultes au même moment, quand on est enfant, ado et adulte. Ça devrait être simple ou pas, quand même ? L'éducation à la liberté de nos ados, les amis. Est-ce que non ? Non, Laetitia non plus. Pardon. Non, je pense que ça peut pas être simple, mais c'est pas parce que c'est pas simple
que c'est compliqué. Ouais. Je veux dire, c'est pas ça. C'est s'offrir cette expérience-là et que peut-être que des émissions comme ça soient une invitation à dire comment grandir, comment vite à grandir, comment oser être soi dans une société qui nous pousse à la consommation avec très fort. Et donc, on croit faire bien en faisant comme tout le monde par nécessité d'appartenance. Et donc, c'est très difficile, effectivement, de refuser à son enfant d'avoir le même sac, les mêmes chaussures, comme ça, en tant que parent. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Et là, je peux vous dire que 10 ans plus tard, les enfants sont ravis. Ce que c'était bien, effectivement, j'ai pas eu le téléphone. Le papa, maman m'interdisait d'avoir mon téléphone après, mettons, 10 heures du soir. Mais je vous assure que, alors, pour le coup, moi, des enfants que j'ai vus enfants, enfin, se suivis pendant très longtemps, comme ça, le bonheur et de se sentir structuré par des parents, bien sûr, ça crée des difficultés, mais devenir adulte, c'est se confronter à ses parents, mais c'est aussi se confronter à ses pères, aux autres enfants. Et donc, bien sûr, ça va créer des difficultés. Ben, le parent va se sentir ingrat parce qu'il n'a peut-être pas le même sac de la même marque, il va se sentir vivre. C'est vraiment, c'est là où je dis devenir parent d'adultes, d'adolescents, c'est pas pareil que le parent d'enfants. Mais il faut tenir le coup. Il faut tenir le coup. Pour rester sur ses appuis. Et c'est joyeux parce que pour le coup, c'est joyeux parce que c'est du bonheur, parce qu'on se reconnaît soi-même, parce que c'est cette influence-là, parce que ça se passe aussi dans le non-dit. C'est cette influence-là qu'on donne à nos enfants, où finalement ils apprennent à être eux-mêmes. Et puis ensuite, ils sont quand même en meilleure santé s'ils n'ont pas été gavés. Hein, ils sont en meilleure santé. Et 10 ans plus tard, oh maman, merci. Et ça, c'est vraiment une invitation que j'ai envie de faire. Hein. Maman ou papa. Tenez le coup, parents qui nous écoutez, tenez le coup. Nathalie. Oui, c'est ça, c'est tenir dans les bons combats. Et donc, faire des choix en tant que parent pour se demander à quoi je tiens. Éduquer au choix, vous avez dit tout à l'heure. Oui, éduquer au choix. Mais du coup, ça revient en amont sur la question de nos valeurs, nos principes d'éducation, résister au monde qui nous entoure. Et si on tient à nos ados et à nos enfants, et on y tient, comme la prunelle de nos yeux ou la première à votre fille, alors, il y a des choses sur lesquelles on doit tenir et tenir bon. Et pour moi, c'est aussi ce verbe de contenir, c'est-à-dire, on l'a abordé avec les grands-parents, j'ai bien aimé tout à l'heure, et je pense qu'il faut associer aussi d'autres adultes qui sont autour de nous, parfois les oncles et tantes, des parents des copains de nos enfants, les enseignants, parce que en fait, pour tenir, il faut contenir, tout comme on l'a fait quand on a contenu notre petit bout de chou dans nos bras. Et là, à l'adolescence, il faut le contenir aussi pour que petit à petit, cette liberté, ils la prennent. L'espace s'agrandisse. Et pour contenir, il faut être à plusieurs. Et je pense que les parents d'aujourd'hui, oui, je pense qu'ils doivent se faire confiance, ils doivent récupérer en compétences, mais beaucoup plus être accompagnés au sens de trouver comment contenir à plusieurs ce passage de l'adolescence qui peut être très beau, plein d'élan, mais aussi parfois avec beaucoup de fracas et beaucoup de moments un peu compliqués pour tous. Vous l'avez vécu, vous, avec vos enfants ou pas? C'était difficile, hein. Alors moi, ils sont en pleine adolescence, j'en ai 4 entre 11 et 17 ans. Waouh, voilà. Maman témoin alors aussi. Et maman témoin, ouais. Et voilà, et ça, oui, ça va parce que il y a la relation parentale. Et c'est vrai que là, on n'en a pas beaucoup parlé aussi, mais c'est tout l'enjeu pour soi, de quitter nos inquiétudes, mais aussi de savoir dialoguer, de confronter dans le couple parental. Voilà, qu'est-ce qu'on a envie de donner, comme espace de liberté à notre enfant. Et puis beaucoup dans le dialogue. Voilà, moi j'invite beaucoup à ce que cette liberté. Quand on n'a pas eu la même éducation, fatalement, on n'a pas les mêmes, qu'on soit séparés ou pas, le couple parental ne change pas. Et c'est vrai que c'est difficile, je trouve, quoi qu'il arrive, même quand on est un couple uni, etc., qu'on est d'accord sur presque tout, la très bien. Mais il n'empêche qu'on a forcément voire des petites nuances, voire des énormes gaps éducationnels, soi-même, qu'on n'a pas envie de transmettre de la même façon à nos enfants, etc. Ma fille n'arrive pas à son stage hier, elle n'envoie pas de SMS. Son papa, qui est libanais et qui réagit beaucoup en ce moment à ce qui se passe dans l'actualité, s'inquiète énormément. Et moi, de mon côté, je la connais. Je sais qu'elle pourrait nous renvoyer un SMS si elle n'a pas trouvé l'endroit. Et je passe une belle journée. Et le soir, on débriefe tous les trois sur nos terrains à chacun, dans nos inquiétudes et de ce que nous sommes, avec notre fille pour l'éduquer à cette liberté que nous lui avions donnée de partir seule sur Paris. Et puis de comment est-ce qu'on continue de mettre chacun dans une zone de sécurité, mais aussi de confiance pour lui redire à quel point on était fiers d'elle. Faut être sage pour être parent, Martin Duclos, avec un grand S. C'est fou quand même cette histoire. Martin Duclos. Vous êtes toujours avec nous. Oui. C'est quand même difficile. Je suis toujours avec vous. Mais écoutez, moi, le rôle de parent, c'est, si je peux résumer, c'est de trouver un équilibre, justement, entre la liberté puis la responsabilité, puis permettre, justement, à nos jeunes de faire certaines erreurs, puis aussi de les conscientiser à ça, pouvoir les accompagner, parce qu'on est des guides. On veut suggérer des choses et non imposer.
puis trouver justement, puis accepter notre propre, justement, nos propres limites comme parents. On n'est pas des parents parfaits, mais on vise justement une fameuse perfection. On veut s'améliorer. On est confronté à plein de choses. On est confronté à plein de modèles qui semblent toujours meilleurs que notre propre modèle, mais justement de viser justement de s'améliorer et d'accepter justement nos propres limites là, comme telles. Moi, c'est un peu ça notre rôle là, comme parents. Il faut quand même savoir où on met le cap. Florence Millot, il faut un juste équilibre entre tout ça. Ne pas s'effacer, en même temps s'affirmer. C'est compliqué. Okay. En tout cas, ce que j'entends, c'est qu'au-delà des limites, on peut être maladroit, on peut faire des tests. Des fois, on n'a pas toujours les mots et on ne sait pas quoi dire. Mais par contre, là où je vous rejoins, Laetitia, c'est quand on se relie vraiment à notre enfant. Ok, on a été inquiet, peut-être il y a eu plein de films dans notre tête, il y a peut-être des mots qui sont sortis qui n'étaient peut-être pas les bons. Mais c'est pas grave, parce que quand on cherche à se relier et qu'on voit que notre enfant, c'est vraiment un autre, c'est pas nous-mêmes, c'est vraiment un autre avec sa petite personnalité, sa petite destinée, et qu'on arrive à se relier juste humainement, même si on est maladroit, alors oui, parfois la limite, elle a été posée, ou peut-être trop large ou trop étroite, mais c'est pas grave parce qu'on va au-delà de ça. Il y a une rencontre qui se fait, il y a un moment de dire juste, en gros, tout ce pataquès pour juste te dire « j'ai été inquiète ». Et ça, l'enfant, il peut l'entendre, même si avant, voilà, on a fait comme on a pu et qu'on n'est pas tous équipés pareil émotionnellement, parce que nous, on est un peu tous thérapeutes, donc forcément, c'est peut-être... Et encore, des fois, c'est pas sûr. Le cordonnier, 3 petits points. Voilà, le cordonnier aussi. Mais globalement, on a plus l'habitude des mots. Mais je crois que c'est au-delà des mots, au-delà de comment on pose limite. En fait, finalement, pour moi, c'est la posture intérieure, comme vous disiez aussi, c'est très invisible, en fait. C'est juste, je reconnais que j'ai été inquiète, à quel moment on se rend compte et à quel moment ça s'apaise. Même si tout le reste a été un peu maladroit, c'est pas très grave. Merci Florence. Virginie. Moi, j'ai envie vraiment de souligner par rapport à cette d'inquiétude, elle est naturelle. C'est aussi l'inquiétude est naturelle. On a besoin, en fait, une mère, parfois on dit elle s'inquiète trop pour son enfant. Oui, c'est vrai. Ça. Et je me dis, ce que j'ai vraiment pu voir, c'est des mères ne plus s'inquiéter pour leur enfant quand leur enfant était vraiment en sécurité loin d'elle. Voilà. Et que d'une certaine façon, l'enfant a besoin de cette insécurité, de cette inquiétude quand il s'éloigne, non pas en tant qu'inquiétude invasive, mais comme souci de l'autre, comme souci de l'autre. Et là, dans l'exemple que vous donniez, c'est joli, c'est le papa qui est inquiet, la maman l'est moins, et que l'important c'est le dialogue. Pour qu'on ne reproche pas à la mère d'être trop inquiète, ou ici au père d'être trop inquiet, c'est une réalité, il y a et qu'on puisse en parler. Et quand là, je pense qu'en effet, le mot essentiel, c'est dialogue, sachant que c'est difficile. Le dialogue, là aussi, c'est se créer les conditions du dialogue dans le couple séparé ou pas séparé et avec l'enfant. Ouais. C'est pas donné, c'est pas... Ça se travaille comme tout le reste. Merci Virginie Meglet, merci. Vous et votre livre Entre mère et fils, et puis évidemment l'irremplaçable guérir de la peur de l'abandon, comprendre la dépendance affective en poche. Merci Laetitia Assoun et mon ado m'inquiète chez MAM. Merci beaucoup d'être venu ici. Martin Duclos, merci beaucoup. Merci le Québec également. Merci. Avec vous. Merci de l'invitation. Merci. Et Florence Millot, merci d'être venue également nous rendre visite. Comment parler à ses enfants chez Albin Michel. Merci les amis. Merci à vous toutes.